high fidelity. It's great. Sex. That sensitive. Fantastic. Perfect life. Bonsoir. Comme d'habitude, je vais essayer de résumer les séances précédentes pour les absents qui n'ont pas toujours tort. Hier soir, avant la projection, on disposait d'une ressource, on était armé d'une ressource à peu près claire. Notre folie ordinaire et commune existe, résiste et insiste en tant qu'elle consiste en symptômes inséparables des traitements que nous appliquons à ces symptômes. Du même coup, ces traitements deviennent à leur tour symptomatiques. Ce résultat, que j'espère assez clair de nos rencontres déjà, me semble fort précieux. Alors l'embêtant, c'est que hier soir, nous avons vu un film et évoqué un fait divers qui, sans toutefois mettre à mal cette saisie des choses, en a montré un côté très noir. Notre traitement symptomatique de nos symptômes, c'est aussi le passage à l'acte meurtrier jusqu'au massacre. Il est difficile de résumer le débat qui a suivi le film hier soir, mais je rappelle quelques petites choses. On a hésité entre indignation et tristesse, sidération et scandale, tentative de se rassurer, fatalisme, à la suite des précisions factuelles que nous ont données Agnès Baird et Olivier Truc. Je retiens pour ma part la leçon de psychanalyse donnée par Marie-Jean Sauret. Nous ne sommes jamais dispensés de parler, de donner du sens, de transmettre. Quoi exactement? Disons les étranges déterminations qui pèsent sur nous sans faire de nous des marionnettes, leurs marionnettes. La plupart des crimes ne sont pas commis par des fous, a dit Marie-Jean Sauret. Les tueurs d'élite nous rappellent que notre communauté ne tient pas toute seule, ne tombe pas du ciel, pas comme un miracle, pas comme un destin, mais demande une volonté quotidienne, qu'il s'agisse de pensée ou d'action. La folie n'est pas la seule affaire des psys ou des juges, elle nous appartient comme une exigence ou une obligation. On va voir si cette dernière séance confirme ou pas cette façon d'approcher les choses. Je ne vous présente pas le film, on va le voir tout de suite. Il est assez long, 2 heures pratiquement. Il est question des autres, au sens culturel, si on peut dire, et d'une science empirique nommée ethnopsychiatrie. On en saura plus tout à l'heure. Merci d'éteindre vos portables. Et je signale aussi à tout le monde que Canal Pourpre, cette merveilleuse web télé locale, a mis en ligne depuis le début tous les débats des rencontres, et ce sera fait évidemment avec ce dernier débat. Vous demandez Canal Pourpre YouTube et vous tombez là-dessus. Vous pouvez même zapper si vous voulez, ça fait 80 minutes à chaque fois ou presque. Mais voilà, merci à Canal Pourpre et bonne projection. J'ai oublié de dire tout à l'heure que le docteur Nubukpo est là ce soir. Il n'était pas là avant-hier et il est à la place de monsieur Peunier qui ne vient pas. Enfin bon, voilà, on a fait une petite danse du scalp avec tout ça. Voilà, et bien écoutez, on a 2 psys et un géographe. On va faire avec, hein. Je vous propose, sauf si la salle se couvre de bras levés, une courte intervention d'abord de chacun de nos invités.
hein, bref, si possible. Et puis, après, on cause aussi bien que les fois dernières. Bon, honneur aux dames, peut-être. Amandine, tu veux... Donc moi j'interviens ici ce soir, je pense par rapport à ma participation au centre de consultation interculturelle MANA, qui est héritier de cette ethnopsychiatrie de Devreux, hein, avec une méthode qui a été développée suite notamment à l'approche complémentaire de Devreux. On le voit dans le film. Devreux vient en tant qu'anthropologue. Hein. C'est un moment où finalement les gens se retrouvent, l'équipe médicale se retrouve en difficulté à analyser la situation de ce GNIP. Donc il pose un diagnostic de schizophrénie, mais c'est pas satisfaisant. Là, on va croiser un petit peu des méthodes, l'approche anthropologique, Devreux est aussi psychanalyste, et c'est ces deux approches qui vont permettre de mieux comprendre ce qui se passe et ce qui se joue. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de laisser la parole à mes camarades, de voir un petit peu les réactions de la salle, et puis de développer un peu plus en fonction de vos questions. Voilà. D'accord. Allez-y, si vous voulez. Merci beaucoup à toute la salle de votre présence. Merci aux organisateurs et merci à Madame Dominique Lombard-Toutan d'avoir pensé à moi pour partager avec vous cette séance cinématographique. C'est la première fois que je vois ce film. Donc je suis psychiatre, addictologue, psychothérapeute, mais en relaxation. Donc thérapie psychocorporelle, tout sauf psychanalyste. Pas ethnopsychiatre, mais sensibilité culturelle de par l'histoire personnelle. Celle d'abord d'être né dans une culture en mutation, une culture, je dirais, post-coloniale. Donc mes racines sont togolaises. Donc je grandis au Togo des indépendances. Donc premier changement culturel. Et puis changement culturel en venant vivre en France. Et donc, ce qu'on voit un peu dans ce film qui semble intéressant, c'est la sensibilité de Devreux à la culture de l'Indien. Mais on va vous laisser débattre parce que le film se termine avec la question du sens. Donc, peut-être que, voilà, il y a la culture, il y a la recherche du sens, on pourra revenir là-dessus. Merci. Oui, bonsoir à tous. Merci de votre présence, merci de l'invitation. Alors, je suis dans une position à la fois inconfortable et extrêmement luxueuse, puisque je ne connais absolument rien à la psychiatrie. Donc, ça va me permettre de dire des bêtises. Et vous vous demandez tous, je me le demande aussi d'ailleurs, qu'est-ce qu'un géographe va bien pouvoir nous dire à partir de ce film. Et vous allez voir que c'est possible. Mais alors évidemment, contrairement à mes deux collègues intervenants, je vais me permettre de parler un peu plus avant que vous ne posiez des questions, parce que peut-être que vous n'aurez aucune question à me poser, étant donné que, et ça serait bien normal, vous iriez plutôt du côté des spécialistes. Moi, ce qui m'intéresse dans ce film et dans le travail de Devreux, c'est qu'en fait, à partir de là, on pourrait plaider non pas pour une ethno, mais pour une géopsychiatrie. Voilà. Permettez-moi d'essayer de vous expliquer ça en 5 minutes. L'objet de la géographie, contrairement à ce que vous pouvez penser, si vous avez, pour certains, les souvenirs de la géographie que vous avez pu apprendre à l'école, encore qu'on n'apprend plus toujours cette géographie-là aujourd'hui à l'école, mon cher collègue, on en fait une autre. L'objet de la géographie, en fait, c'est la réflexion sur l'habitation humaine. C'est une réflexion, en vérité anthropologique, sur les espaces de la vie humaine, sur la façon dont les êtres humains organisent leurs espaces de vie, au quotidien, tout au long d'une existence, en interaction avec les autres. Et nous habitons, nous construisons nos espaces de vie à partir du corps et du langage. Ça se voit bien dans le film, et ça se voit bien quand on se regarde, et dans une relation à l'environnement, et grâce à des médiations matérielles et symboliques. C'est ça notre habitat. Ce que nous faisons à partir du corps et du langage, dans la relation à l'environnement, et grâce à des médiations matérielles et symboliques.
Or, ce qui est intéressant, c'est que ce monde de la vie, en fait, que nous constituons en habitant, comme je viens de le décrire, ce monde de la vie, il nous habite en retour. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement quelque chose qui va de nous vers le monde, mais ça vient aussi du monde vers nous. Et ce que je trouve intéressant dans le travail de Devreux et dans le film, c'est que la manière dont notre habitat nous habite, en quelque sorte, est parfois, souvent, toujours, alors on pourrait en discuter, problématique, c'est-à-dire nous pose problème. Il y a en effet plusieurs façons dont notre habitation nous habite, et notre habitation depuis notre naissance. J'espère que vous avez été frappés dans le film, qui s'ouvre d'ailleurs sur 2 plans spatiaux, 2 plans de vastes espaces. Vous avez été frappés du nombre de fois où la relation au lieu, pour aller vite, ou à l'espace, est centrale, où les questions de place, de localisation, de rapport à l'échelle, aux ordres de grandeur, les rêves, évidemment, avec cette distension des échelles qu'on leur connaît bien, le rapport aux endroits où aller, le rapport au parcours, au trajet, à quel point cette chose est omniprésente dans la cure, en fait. Même si Devreux, comme tout bon analyste, au bout d'un moment, se focalise sur un certain nombre d'épisodes, d'événements qui paraissent plutôt des événements ayant rapport au temps, mais en réalité, ce sont des espaces-temps, des moments d'espace qui sont repris dans la cure. Et il y a donc différentes manières dont cet habitat nous habite. Alors, j'ai essayé de me livrer à quelque chose d'un peu sauvage. Il pourrait y avoir un mode spectral. Notre habitat nous habite comme un fantôme, avec des choses qui reviennent parfois de l'enfance ou qui reviennent de plus récemment. Avez-vous remarqué à quel point, quand on essaye de se remémorer un certain nombre d'événements, on pense très souvent lieu. On en vient à la mémoire des événements ou des individus à partir de la mémoire d'un lieu ou d'un endroit ou d'un rapport à un paysage. Donc il pourrait y avoir comme ça le mode spectral, il peut y avoir un mode plus réflexif ou ce que font sans doute les analystes, où l'on essaye d'objectiver la façon dont quelque chose nous habite. Il peut y avoir un mode d'aveuglement. On ne voit rien de ce qui nous habite. Il peut y avoir un mode de transparence, c'est-à-dire là on ne voit rien mais pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire on croit qu'il n'y a rien. Il peut y avoir un mode de la possession, etc., etc. Et peut-être que du coup, le trouble, puisque la question que nous nous posons c'est sommes-nous tous fous, le trouble c'est peut-être le moment où le monde de la vie propre, c'est-à-dire cette habitation que nous développons et cette chose qui nous habite en retour, n'est plus susceptible de faire monde commun avec les autres. Ce qui me frappe beaucoup dans le travail de Devreux, et c'est assez bien, je trouve, rendu dans le film, et je pense que pour les professionnels de la profession c'est assez clair, c'est que lorsqu'on découvre un cas, une pathologie, très souvent, le monde commun n'est pas spontanément possible. Et c'est ce qui fait qu'on va demander à Devreux de venir. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Il y a une sorte d'étrangeté dans la relation à ce Jimmy P qui fait qu'il n'y a pas de common ground. Hein, c'est l'expression qui est utilisée, hein, qui est d'ailleurs traduite, à mon avis, un peu intempestivement par sens commun. Je pense qu'il faudrait entendre ground au sens littéral du terme. C'est plutôt un sol commun qui permet justement de se tenir côte à côte, de se parler et de se comprendre. Il n'y a plus cette compréhension qui est liée, alors pour aller vite à la fin de ce que je voulais dire, qui est liée au fait que ce Jimmy P est hanté par son habitat. Hein. Il y a des choses qui le traumatisent profondément et il n'est plus capable de faire sens commun avec d'autres. Donc la proposition que je voudrais faire à mes collègues, c'est que l'hypnopsychiatrie c'est bien, c'est nécessaire, mais il faudrait peut-être aller vers une géopsychiatrie au sens où il me semble que, et d'ailleurs c'est ce font beaucoup d'ethnopsychiatres par ailleurs, enfin pour avoir regardé plus côté Toby Nathan d'ailleurs que Devreux, c'est pas exactement la même manière de traiter les choses, mais quand même on retrouve des points communs. Souvent chez Toby Nathan, il y a une grande attention à cette question de la façon dont les individus déploient leur habitat, ont déployé leur mode d'habiter, et la façon dont ça entre
dans leurs paroles. Et cette géopsychiatrie, ça serait donc l'attention à apporter à cette part de notre habitat qui nous travaille sans que nous puissions forcément le dire. D'accord, merci. Alors, moi, ce que vous venez de dire me rappelle un peu ce que j'ai rappelé au début, c'est-à-dire l'espèce de mélange de traitement et de symptômes. Et si l'habitat nous habite, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression qu'il faut habiter notre habitat qui nous habite. Enfin, voilà. J'espère que vous avez des questions, parce que le micro est toujours là pour se balader parmi vous. Moi, j'ai une question peut-être, mais je ne sais pas peut-être la formuler. J'ai été frappé dans ce film par l'absence totale d'exotisme. Par le voilà, j'avais pas vu le film avant, et donc je me disais ah oui, on va parler des Indian Americans, on va je sais pas, des tipis, des powwows et les apaches de mon enfance qui me régalaient dans les bandes dessinées, et donc voilà, là il y a bien un moment où on parle des paonis, et puis on entend un peu l'indien, enfin la langue, mais l'absence d'exotisme m'a frappé. Alors je ne sais pas très bien comment le rattacher à ce qu'on vient d'entendre, mais voilà, je ne sais pas si je suis le seul à avoir été frappé par ce non-exotisme. Ne vous précipitez pas. Le micro est là. Il n'attend que vous. Oui. Bonsoir. Moi, ce film me renvoie à ce que je vis actuellement, puisque je reçois des jeunes étrangers, pakistanais, afghans. Et justement, on a un jeune où on se pose la question de savoir si il y a un traumatisme psychique ou si c'est plus grave. Le problème que je rencontre, c'est que je n'ai personne à qui en parler sérieusement, puisqu'on a la barrière de la langue et puis une certaine légèreté par rapport à ce problème. Alors peut-être qu'Amandine a quelque chose à nous dire là-dessus, parce que donc elle s'occupe d'une consultation ethnopsychiatrique à Bordeaux avec beaucoup d'étrangers, je crois. Oui, alors bon, d'abord le traumatisme psychique peut être très grave, hein. Pendant longtemps, et même encore maintenant, des symptômes dus au traumatisme psychique sont interprétés comme relevant de la psychose, voire de schizophrénie encore de nos jours, hein, par rapport à des personnes qui ne sont pas formées, ne connaissent pas bien ces symptômes-là. La question de la langue, c'est quelque chose qui est primordial dans un dispositif de consultation ethnopsychiatrique. On travaille avec des cothérapeutes. Donc il n'y a pas encore de géographe, hein, mais par contre, faudrait, oui, on va y penser. Par contre, il y a des anthropologues, des sociologues, des psychologues, des psychanalystes. Les groupes sont variés en fonction de la problématique du patient, hein. On pense avant en fonction de ce qu'on nous a amené sur la personne, hein, vu qu'à Mana, on travaille avec des orientations en deuxième intention. Donc c'est un médecin, un travailleur social qui nous oriente la personne, parce qu'il n'y a pas les moyens de travailler ces questions de la langue et de la culture sur place. On travaille aussi avec un interprète qui traduit, mais qui donne aussi des éléments culturels. Et ça, c'est très important. C'est très important. Pourquoi ? Pour mieux comprendre ce que dit la personne, pour nous, mais aussi pour la personne elle-même. Les personnes qu'on peut voir ici sont dans une culture qui n'est pas la leur. Elles sont parfois sans cette ressource culturelle pour analyser ce qui leur arrive, et dont on se sert tout le temps sans même s'en rendre compte, hein. On fait toujours référence à notre propre culture, et quand on ne sait plus comment faire, les autres sont là autour de nous pour nous dire ça se fait pas. Et d'ailleurs, on voit que Devreux interroge Jimmy P sur mais comment ça se fait chez vous, comment on fait quand quelqu'un a ça. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors après, pour répondre de façon très pratique, je pense qu'il faut aller voir du côté des consultations justement ethnopsychiatriques s'il y a besoin. Alors la plus proche, c'est sur Bordeaux, hein.
c'est qu'on a une difficulté à se faire entendre par les travailleurs sociaux. Je suis assistante familiale, tout simplement. Donc, par rapport à certains travailleurs sociaux, on nous renvoie aussi au côté pratique, financier, et voilà. Le problème, il est là. Alors attendez, avant, peut-être, il y a des trucs pratiques, évidemment, dans lesquels on ne peut pas entrer ici, mais on est ici pour essayer de s'entendre les uns les autres, je veux dire, d'essayer d'approfondir un peu. Je crois que je commence à saisir une question derrière ma remarque du non-exotisme de tout à l'heure. Peut-être qu'Amandine, est-ce que tu pourrais préciser, parce que là, on est en train de supposer, dans votre question et dans ta réponse, qu'il y a nous et qu'il y a eux. Que c'est les autres, enfin que c'est la culture propre, tu as dit, où il faut des interprètes. Alors, est-ce que ce schéma est suffisant ou bien, parce qu'il me semble que le film ne répond pas tout à fait à ce schéma, même si, en effet, il lui demande au début comment on dit chez toi ou comment on fait chez toi avec ça, mais il me semble que c'est pas le message principal du film, et peut-être que je me trompe, hein, mais, et puis ma question, du coup, c'est peut-être Amandine, est-ce que ce rapport nous et eux, enfin, comment tu le vois, toi, à travers le boulot que tu fais, quoi? Oui, alors, moi, je crois qu'on est toujours dans ces questionnements-là de nous et eux, c'est des frontières qui changent. Nous, les femmes, eux, les hommes. Nous, les Français, eux, les Indiens d'Amérique du Nord. C'est des frontières qui sont perméables. Et notre identité, elle se fonde sur plusieurs choses très différentes. Très différentes. Par contre, ce qui organise notre monde beaucoup, c'est l'endroit où on a grandi, alors le lieu où on a grandi, les rapports avec les gens qu'on a connus. Tout ça, ça organise notre système de sens. C'est quelque chose qui évolue tout au long de la vie. Mais notre représentation du monde, elle se base là-dessus. Peut-être M. Dubuc-Pau pourrait se saisir de ce problème. Non, ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est-à-dire que la culture imprime le pattern, donc façonne l'individu. Et donc, quand le sujet tombe malade, le processus de guérison, la quête de la guérison, c'est finalement la quête du sens. Et le thérapeute, quel qu'il soit, est là pour aider à trouver un sens, et devrait le dire, un sens commun. Nous n'étions pas différents, nous étions là pour trouver un sens commun. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'exotisme dans le film, parce que j'ai cru comprendre que la plaidoirie de la position ethnopsychiatrique moderne, c'est non au culturalisme, non à l'universalisme. Le sujet, on n'est pas fou dans sa culture, mais on n'est pas tous les mêmes. Il faut soigner tous comme on soignerait les autres, mais en tenant compte de sa culture qu'il a imprimée. Et donc c'est un peu c'est le cheminement que Devreux a eu avec Jimmy P, hein, en le considérant simplement comme un individu. Parce que finalement le trauma psychique, le traumatisme dont il est question, finalement on ne sait pas si c'est la mort du père, si c'est le spectacle de la scène primitive entre guillemets vu par la mère, le Oedipe ou pas, si c'est d'avoir quitté ensuite la mère de ses enfants. Finalement il ne résout pas la question du trauma, il vient en filigrane, mais il ne disparaît pas. D'ailleurs, Jimmy P a toujours des cauchemars, il a mal à la tête. Mais il continue à vivre sa vie. Le thérapeute n'enlève pas les symptômes, il amène le sujet à trouver un sens qui lui permet de cheminer et de continuer avec sa maladie. C'est un peu ce que j'ai senti dans le film, hein, et qui rejoint le fait que le médiateur culturel est là dans le dispositif de consultation pour amener des éléments d'interprétation. Parce que c'est vrai qu'on prend cet homme pour un psychotique, mais parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a la compréhension d'un homme qui est blessé par une femme, comment il réagit, et donc les éléments culturels peuvent nous aider à mieux comprendre et à ne pas donner des neuroleptiques immédiatement. C'est un peu quelque chose que je sens dans ce sens-là. Michel Lusso a demandé la parole. J'essaye désespérément de m'accrocher à quelque chose, donc là j'entends quelque chose sur lequel je peux rebondir. Cette problématique, moi les autres,
Et ce qui suit, nous, eux, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais sans doute est en lien, c'est une question que nous avons tous à poser en permanence chaque jour, et qui est sans doute une des questions constitutives de l'être humain. Prenons un exemple assez célèbre, celui du travail d'un anthropologue, assez différente d'œuvres, encore qu'il ait écrit magnifiquement sur les asiles psychiatriques, c'est Erving Goffman, dans les mises en scène de la vie quotidienne, ces 3 livres sur la mise en scène de la vie quotidienne, il essaie justement de comprendre comment, au quotidien, chaque individu met en scène spatialement son identité et sa relation aux autres, et comment cette mise en scène est l'instrument de la définition de la relation entre moi et les autres. C'est-à-dire, sans cela, un individu ne peut pas dire « je », puisqu'on ne peut dire « je » que dans la définition, dans la mesure où on définit son intégrité. Et il y a chez Goffman des pages tout à fait célèbres, par exemple, sur ce qu'il appelle les offenses spatiales, en particulier la fameuse offense d'intrusion, c'est-à-dire où il réfléchit à la façon dont, dans la vie quotidienne, les êtres humains construisent un espace de vie de proximité qui est tellement important dans la définition de ce qu'ils sont et dans la possibilité qu'ils ont d'avoir des relations aux autres, que l'intrusion constitue une mise en cause assez radicale et qui est source de souffrance sociale, dit Goffman, tout à fait décisive. Et ce n'est pas pour rien que Goffman, en écrivant un livre formidable qui s'appelle « Asile », est allé ensuite travailler sur, finalement, l'espace du quotidien dans une institution psychiatrique, très fermée d'ailleurs là en l'occurrence, et où il a essayé aussi de comprendre comment justement, dans ce type d'espace-là, se constituer des sujets dans leur relation aux autres. Et je pense que le film montre bien aussi ce jeu très complexe qui peut apparemment partir d'une sorte de constat d'altérité culturelle radicale, mais en fait je ne pense pas que ça soit ça le vrai sujet. C'est un point de départ, c'est peut-être le prétexte qui fait qu'on pense à Devreux, comme il a fait son fameux bouquin sur les Indiens d'Amérique du Nord, mais ensuite on est beaucoup plus dans quelque chose d'assez classique, me semble-t-il, un jeu entre moi et les autres, et entre moi et moi, qui renvoie peut-être à des choses plus canoniques, si l'on peut dire, dans l'histoire de l'analyse. Ce qu'on voit bien dans le film, c'est comment Devreux se met vraiment sur un plan d'égalité par rapport à Jimmy P. Et d'ailleurs ne supporte pas tout ce qui est dû à l'époque. Donc des signatures, du contexte, de considérer comme le patient en tant que malade, différent, et à tenir à distance. Voilà, c'est ça, c'est horizontal et quotidien. Enfin, voilà. Il insiste, il n'y a pas de... Oui, pardon. Juste ce qu'on retrouve aussi dans la question des asiles, dans cette vision asilaire des malades à distance qui rassure. Tenir la folie à distance, c'est les autres, c'est eux, c'est pas nous. Donc peut-être que Devreux a, de par son histoire, aussi plus de sensibilité par rapport à ça. Et justement, je pense que on a beaucoup parlé de la psychiatrie institutionnelle. Je pense qu'il y a une démarche commune là-dedans. Juste peut-être préciser une chose qui est suggérée dans le film, qui est très forte, c'est que Devreux, c'est un outsider complet. Et c'est sans doute parce que c'est un outsider, j'allais dire doublement ou triplement ou quadruplement outsider, roumain, exilé en France, exilé de France aux États-Unis, considéré comme on ne sait pas trop quoi par on ne sait trop qui, toujours dans l'attente d'une reconnaissance. C'est sans doute parce qu'il est un outsider qu'il peut aussi se mettre dans cette situation de plein pied, et chercher ce common ground plus facilement que les tenants d'une institution. Oui, Anne, tu... dans le film très importante où Devreux dit les Blackfoot regardent les rêves comme un avertissement sur le futur, et nous, au sens de nous les psychanalystes, plutôt que nous les Européens, nous regardons ça au contraire comme un éclaircissement du passé. Et ça me semble très important par rapport à la culture des migrants. Parce que les migrants, qu'ils soient ruraux ou internationaux, sont des gens qui sont... Enfin, les migrants forcés, je dirais, sont des gens qui ont l'impression d'être forcés de faire table rase de leur passé
comme les faisant coller à ceux qui les a rendus pauvres, etc., a rendu nécessaire leur migration, et donc qui sont en fait des gens sans passé. Bon, et d'ailleurs, enfin, tout de suite, il me vient par association d'idées l'hymne des femmes libérées françaises, qui est nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui sommes le continent noir. Donc les gens qui se libèrent sont sans passé, et en fait sans passé on se casse la gueule assez facilement. Et donc il y a le travail analytique effectivement qui est de coudre ce mouvement vers le futur avec une capacité à assumer le passé en même temps. Oui, alors, il faudrait peut-être qu'on revienne longuement sur les migrations et ces questions. Alors juste la minute pédante, puisque Michel Lusseau, il me fait honte, on n'a pas le bouquin de Asile d'Erwin Goffman, on devrait l'avoir sur la table, et on l'a pas, c'est vraiment honteux de notre part, mais c'est vrai qu'on peut vous donner cette référence, c'est vachement bien. Et la deuxième, il a parlé de Toby Nathan. Toby Nathan est donc le disciple vivant de Devreux en France aujourd'hui, et juste pas une référence, mais enfin pour vous donner une idée de ce que fait Toby Nathan avec l'ethnopsychiatrie. Alors lui, c'est pas à propos des rêves, mais il dit nous quand ça va mal, nous parlons de nos angoisses, et les autres, mais les autres c'est aussi nous. Ils ne parlent pas de leurs angoisses, ils disent leurs frayeurs. Et c'est pas du tout la même chose de parler en termes d'angoisse qui renvoie toujours à la subjectivité de la personne, que de parler de frayeurs qui peuvent venir d'ailleurs. Je veux dire, quand on a des frayeurs, c'est parce qu'il y a un serpent venimeux qui passe devant moi. Enfin, je veux dire, c'est des frayeurs. Voilà, c'est juste juste par rapport aux frayeurs, c'est notamment par rapport au traumatisme psychique, hein, à ce qui est au-delà d'une peur. C'est une frayeur. Une peur, on peut faire quelque chose avec cette peur. La frayeur, elle fige. Et par rapport... ouais. Alors, une question par là. Oui, ce que je voulais dire, moi, c'est la façon admirable d'aborder ce garçon de la part de Devreux. Il a une approche thérapeutique magnifique, quoi. Très humain avec lui. Il l'aborde en prenant le chemin de sa culture, comprendre un peu pour entrer un peu dans son monde. Effectivement, je pensais moi qu'on allait voir un chaman qui allait exorciser quelque chose comme ça. Ce n'est pas ça du tout. Il a utilisé la psychanalyse, tout simplement, européenne. Mais il a voyagé dans sa culture, dans son monde, pour simplement l'amener à évacuer toute la pression qui était en lui. Alors, ce garçon qui a fait un certain nombre de stress post-traumatique, à l'armée, il fait un accident, il a une fracture du crâne, il fait un coma de 2 jours, et il présente donc un certain nombre de stress post-traumatique avec surdité, diplopie, c'est-à-dire voyez double, décéphalée surtout, des taches de lumière. Et on a parlé de schizophrénie au départ, tout simplement parce qu'il avait un symptôme de la schizophrénie qui s'appelle la catatonie, c'est-à-dire une immobilité motrice. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le train, il est complètement figé contre le mur. Après, on le voit tirer une taffe. C'est le seul symptôme de la schizo. Et Devreux arrive et va tout simplement le mettre à l'aise et lui permettre d'exprimer toute la souffrance qui était enterrée à l'intérieur de lui. Il y a donc une évacuation de beaucoup d'émotions qui étaient ancrées. Donc, il y a des traumatismes multiples et qui ont permis ce syndrome de stress avec des céphalées. Et le symptôme principal est céphalée impossible de calmer. Et petit à petit, au fil des jours, il s'est mis à parler et il a pu évacuer les choses. D'accord. Vous n'aviez pas une question à ajouter? Non, ça va. Alors,
peut-être qu'il faut juste souligner le fait qu'il y a cette question de la culture et cette question du traumatisme psychique qui sont prégnantes tout au long de ce suivi. Juste par rapport, pour revenir sur ce qui a été dit, et puis sur la question aussi de ce qui relèverait un peu du chamanisme, ça c'est ce qui est lié au sacré. Et est-ce que un psy ou une équipe de psy avec des anthropologues ici connaît mieux ce qui relève du sacré qu'un chaman, qu'un marabout, qu'un curé? Non. On ne se préoccupe pas du niveau spirituel, il y a d'autres spécialistes pour ça. Alors, on s'en préoccupe comme quelque chose qui fait partie de la vie et de l'univers de la personne qu'on rencontre, qui est figée dans une souffrance. Mais ça, il y a d'autres spécialistes et on peut renvoyer par rapport à ces spécialistes-là, d'ailleurs. Ça, c'est une autre approche. Juste, le traumatisme psychique, il y a effectivement on voit qu'il y a plusieurs choses. Ça peut être cumulatif, d'abord. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire traumatisme dans la vie d'une personne. Et ce qui est important, qui a été dit tout à l'heure, c'est cette question du sens. Quand il y a quelque chose qui vient faire traumatisme psychique, on a vu dans le film d'hier comment Richard Durn abat tout un tas de personnes. On voit des gens qui témoignent après et qui sont complètement figés, prostrés, et qui disent mais on comprend pas, on le connaissait, on comprend pas pourquoi il a fait ça, ça n'a pas de sens. Et la question, c'est bien la question du sens et de comment remettre du sens à ce qui est arrivé. Et je le redis, mais la culture, c'est une des choses qui organise notre système de sens. Donc voilà. D'accord. Oui, Philippe. J'avais une question au géographe de la soirée qui nous a parlé de notion d'habiter tout à l'heure. Parfois j'ai l'impression que la géographie ne sait plus où elle habite, d'ailleurs, entre parenthèses. Est-ce que, à part les notions, il y a eu des tentatives de cartographie de ces territoires ou de la folie ou de la thérapie? Je pensais à ce que tu as dit par rapport à Goffman, je pensais au film de jeudi soir, quand on voyait comment Jean-Marie construisait son espace avec les pierres dans ces 6 hectares. Donc voilà, c'est une question que je te pose pour savoir s'il y a eu des tentatives de cartographie. Oh, c'est une très vaste question et qui d'ailleurs irait beaucoup plus loin que le seul sujet de ce soir et la seule thématique de ces 5 jours. Juste peut-être une remarque qui est aussi une manière de répondre et de rester lié au film. Vous avez remarqué que lorsque Devreux veut pour la première fois prouver aux autres thérapeutes, aux vrais thérapeutes, que Jimmy P n'est pas schizophrène, il s'appuie sur des dessins de paysages. Et la première chose que fait Jimmy P, c'est qu'il dessine un trait, il dit c'est un paysage. C'est-à-dire la première chose qu'il fait, c'est qu'il manifeste une relation à un espace de vie qui rapidement devient une représentation de son espace de vie tel qu'il est capable de la donner à ce moment-là. Et donc Devreux s'appuie sur cela. Et il y a d'autres cas, et j'avais travaillé il y a maintenant assez longtemps avec... Quand j'étais à l'université de Tours encore avec des pédopsychiatres qui travaillaient en secteur psychiatrique, justement pour savoir si faire dessiner les enfants, en particulier les faire dessiner leur carte mentale de vie, ça pouvait avoir un intérêt dans l'approche de ces enfants qui étaient envoyés en général par les CMPP, etc. Enfin, vous connaissez. Et ça avait été une expérience assez forte et assez intéressante. Mais comme souvent de ces expériences, il n'est pas sûr qu'on puisse ressortir des lois complètement générales. Alors si maintenant on va au-delà du cas de ce soir et de la thématique de ces 5 journées, il y a
un auteur célèbre qui n'est pas là non plus, mais ça n'est pas grave, qui est un Américain, s'appelle Kevin Lynch, qui au début des années 60 a écrit un livre très célèbre qui s'appelle The Image of the City, donc traduit en 64 en France, et le point de départ de ce travail, qui est un travail de géographie, mais une géographie informée par tout un courant de l'époque qu'on appelait la psychologie émotionnelle, donc qui tentait de comprendre les émotions que les individus entretenaient dans leur relation aux espaces et aux lieux. C'est en fait une vraie question depuis longtemps, une vraie question littéraire aussi, cinématographique, avait été un des premiers à utiliser systématiquement les cartes mentales pour essayer de comprendre comment dans une ville des individus se fixaient sur un certain nombre de points. Donc il y a eu ensuite, pendant une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, tout un courant d'analyse anthropologique, géographique, mais aussi de psychologie sociale, un peu de psychologie cognitive, qui reprend cela aujourd'hui pour essayer de cartographier les attachements des individus à leur lieu d'habitation. C'est assez curieux d'ailleurs de voir que les neurosciences cognitives aujourd'hui se sont réappropriées ce type de méthode dans des perspectives évidemment assez différentes et avec de l'expérimentation très lourde, mais ça renvoie quand même encore une fois à l'idée que nos liens au lieu ne sont jamais seulement des liens fonctionnels. Ça se saurait depuis le temps, que nos liens au lieu sont quelque chose de tout à fait décisif pour chacun d'entre nous. Oui, alors ce point de vue-là, moi je me demandais si, c'est pour ça que je parlais des migrations tout à l'heure, dans ces rencontres, d'ailleurs pas seulement cette année, mais depuis 7 ans, on a souvent vu que, l'année dernière, c'était les frontières, par exemple. On a vu que les identités aujourd'hui étaient de plus en plus bousculées. Enfin, les frontières, c'était très net parce que d'un côté, on sait qu'il n'y en a plus. Tout le monde passe d'Italie en France sur l'autoroute, on vous arrête plus. Et en même temps, on sait très bien qu'il y a des points d'arrêt à Ceuta ou à Lampedusa, je veux dire, où c'est pas facile de passer, quoi. Et donc, on est dans ce monde où les choses se bougent beaucoup. Et je me suis demandé, est-ce que il y a là de nouvelles pathologies à attendre, ou qui naissent, ou qui se révèlent peut-être, enfin, à cause de ce monde de migration, enfin, que nous sommes tous plus ou moins migrants, mais bon, là, on a peut-être des urgences, ou je sais pas, enfin bon. Déjà pour rebondir un peu sur ce que vous disiez les uns les autres tout à l'heure, ce qui semble prédominer dans le film, c'est quand même... Vous parlez de Goffman. Si je fais le rapprochement avec ce que fait Devreux dans ce film, c'est surtout qu'il n'étiquette pas Jimmy P comme étant un Indien des plaines. C'est-à-dire qu'il ne le stigmatise pas, il ne le fiche pas dans sa singularité d'Indien des plaines. Mais il le prend comme un être quelconque. De temps en temps, il amène la culture, mais il s'occupe de lui d'abord comme un être qui a connu une histoire, qui le fait raconter. À la limite, si Jimmy P avait raconté une histoire de Hongrois qui a émigré aux États-Unis, il aurait été aussi bien soigné, en fait. C'est pour ça que l'exotisme n'est pas très présent dans le film, parce que c'est l'histoire humaine de Jimmy P qui est racontée. Après, si on en vient aux migrations, je dirais que ce qui caractérise les zones de guerre, que ce soit en Occident, en Asie ou en Afrique, c'est l'insécurité qui va caractériser le développement de la personnalité. Et donc, après... il y a les grandes études qui ont été faites sur les rôles des migrations dans la genèse de la maladie mentale et ses conséquences dans tout le champ de la psychiatrie sociale dans les années 50 aux États-Unis. Donc les choses sont établies. Quand on perd le statut, on n'est plus vulnérable aux maladies mentales. Quand la migration est choisie, on est un peu plus protégé que quand la migration est imposée. Les va-et-vient sur les lieux d'origine renforcent l'identité et protègent contre la maladie mentale, etc. Donc, je dirais que la pathologie migratoire est plus spécifique des conditions peut-être de la migration et de la base, du socle, du sujet, la maison qu'il a habitée avant de partir, plus même que du fait de changer de culture, il me semble. D'accord. Juste une chère hôte. Pardon, Dominique.
Non, mais vas-y. Oui, pardon. Non, mais je suis très bavard, hein, excusez-moi. Juste un point par rapport à ça. Sur les migrations, en fait, on peut lire... il y a des auteurs qui pensent, des spécialistes des migrations ou des spécialistes des mondes cosmopolites, hein, un auteur américain qui s'appelle Appadurai en particulier, qui pense que plutôt le monde migrant contemporain est plutôt une chance pour les individus parce qu'il encourage les créolisations et les syncrétismes. Donc en gros, il est plutôt facteur de production de nouveautés culturelles. Donc il ne faut pas l'oublier aussi cette vision-là, qui s'appuie d'ailleurs sur un certain nombre d'éléments de réalité. Après tout, sans aller jusqu'à Appadurai, rappelons-nous, il est mort maintenant, le travail considérable d'Édouard Glissant sur le monde créole, sur la créolisation, sur la richesse de la créolisation, etc. Bon. Et puis il y a d'autres personnes qui sont plus interrogatives, en particulier en s'interrogeant à la fois sur des problèmes qui renvoient à des conditions sociales difficiles, où là les conditions sociales très dures que peuvent connaître certains migrants peuvent peut-être être à l'origine de troubles. Et puis il y a quand même des cas assez problématiques. Quand de jeunes enfants partent, il m'a été donné d'entendre de ces cas-là. De jeunes enfants partent en migration, souvent d'ailleurs pour des migrations non voulues, avant de maîtriser complètement leur langue d'origine, vont dans un autre pays, par exemple de l'Albanie vers l'Allemagne, restent en Allemagne le temps d'un début de scolarisation, puis ensuite repartent vers la France. Vous avez des enfants qui arrivent à 12-13 ans qui n'ont pas de langue maternelle. Au sens fort du terme, qui n'ont plus de langue maternelle. Or, celle-là, je voulais la placer, je suis assez content d'y arriver. C'est un auteur qui n'est pas là non plus. Hein. Et bon, je ne suis pas heideggerien, mais il y a une phrase d'Heidegger qui toujours me tourne dans la tête. Heidegger a écrit un moment « La langue est l'habitat de l'être ». Hein, qui est une phrase très forte et qu'on ne peut pas s'empêcher de prendre un peu au sérieux. C'est-à-dire, en gros, l'individu, il habite sa langue et on sait qu'il y a des gens qui sont dépossédés de la langue et qu'en général, ça n'est pas complètement sans effet. Donc, voilà, qu'en est-il d'un monde où des gens, du fait de leur projection dans l'immigration, sont finalement... sans habitat au plan de la langue. Hein. Je pense que c'est quand même des questions qui doivent être posées à un moment ou à un autre. Dominique. Oui, je voulais revenir sur le film. C'est vrai que tout au long du film, on voit bien... tout à l'heure, on parlait de Erving Goffman. Il écrit aussi les rites d'interaction. Et la cure qu'on voit tout au long, elle est un peu inscrite comme ça dans ce rituel. Parce qu'en fait, c'est le rituel d'1 heure par jour. Et quand ça manque, un jour, Devereux n'est pas là, et on voit Jimmy P. En train de pas être bien, être dans une forme de frustration. Et effectivement, dans la cure, dans une cure analytique, souvent, c'est important ces manques et ces frustrations pour comprendre le sens qui est en train de se profiler et les liens qui se font petit à petit de l'histoire. Hein, et à chaque fois, on fait des allers-retours, mais c'est des allers-retours dans un rituel. Voilà. Je voulais poser la question, oui, justement, sur la question du sens, ce sens commun, et effectivement, est-ce qu'il n'est pas là, dans ce rituel, de recréer un rituel? C'était la question. Je crois que c'est faire du sens ensemble. Hein. Juste, je voudrais revenir sur la question des langues, parce qu'il y a eu des études là-dessus, sur la question de l'apprentissage de plusieurs langues en même temps. On sait que les enfants apprennent mieux une seconde langue quand ils maîtrisent bien la leur. Il y a eu tout un mouvement pendant des années où on pensait que... Enfin, ce qui était recommandé aux familles, c'était de ne pas transmettre leur langue d'origine pour que les enfants s'intègrent mieux.
Bon, mais ça a été une erreur avec des résultats catastrophiques, justement par rapport à cette question de l'identité et des racines. L'histoire, chacun a une histoire différente, mais c'est pouvoir recréer d'où on vient, qui on est. Et ça, c'est vraiment cette question du sens qui est là, qui est posée, qui est importante. Voilà, donc je voulais juste revenir là-dessus. Et Marie-Rose Moreau a beaucoup étudié ces questions-là, de langue, justement. Et puis par rapport à la question du rituel, c'est quelque chose qui est vraiment important, et là encore peut-être encore plus pour quelqu'un qui a un traumatisme psychique où on sait que ça perturbe la temporalité, que ça perturbe un peu ce qui fait sens. Donc remettre un cadre, ritualiser les choses, ça permet de venir les contenir. Après on va travailler sur le contenant, mais déjà travailler sur ce qui permet de contenir, c'est important. Voilà. Oui, je voudrais avoir quelque chose d'autre un petit peu. En tant que clinicien, j'ai été surpris dans le film par le rapport aux femmes. N'hésitez pas à approcher. Non mais approchez-vous. Pardon, voilà. donc je chante mal. Allez, donc j'ai été surpris par l'attitude de Jimmy par rapport aux femmes et à la féminité, et je pense que les problèmes d'identité sont pas seulement des problèmes d'identité culturelle, mais aussi des problèmes d'identité sexuée. Et donc j'ai tout à fait noté ça. Ça rappelle beaucoup de choses pour les praticiens. C'est quelque chose de très fort. Voilà, je voulais souligner ça, et que son problème d'identité n'était pas que ethno. Et j'ai une formation en ethno pourtant. Votre question, c'est quoi? C'est la remarque, c'est simplement de dire que dans ce film, on voit vraiment un homme se débattre avec les problèmes d'identité sexuelle, le rapport à la mère, à la sœur, aux hommes trompés par d'autres, etc. Voilà, j'ai suivi un fil tout à fait comme ça dans ce film. Oui, c'est vrai qu'il en est question. Et pendant ce temps, le thérapeute lui-même, d'ailleurs, avait une vie avec une autre femme qui n'était pas la sienne. C'était pas mal, voilà. C'est le clin d'œil au complexe d'Oedipe et aux polémiques qu'on peut avoir autour dans les sociétés matriarcales, etc. Mais alors, je trouvais, avant de répondre sur le rituel, une des scènes du film qui est très intéressante sur la question du sens, c'est lorsque Madeleine joue avec les poupées russes. Finalement, elle donne la clé. C'est-à-dire que chaque société, chaque culture a sa théorie de l'être humain. Donc, il y a souvent, vous le disiez, on s'occupe pas de l'aspect spirituel. La plupart des cultures ont un être humain qui a une dimension corporelle, une dimension psychique, une dimension spirituelle. Et après, ça s'emboîte pour faire l'équilibre. Et le langage permet. On dit que les maladies sont des réalités nosographiques et sémantiques, parce que les mots du sujet permettent de dire où c'est important, de pointer à quel endroit c'est plus grave dans l'articulation donc de l'esprit, du corps et de la psyché dans sa culture. Et finalement, Madeleine emboîte les poupées russes, on remet le cœur dans l'esprit ou l'esprit dans le cœur, puis le cœur dans le corps dans la personne, et on reconstitue le Jimmy P. Très intéressant. Et Dieu merci, elle n'en reste pas simplement au corps et à l'esprit. Voilà, tout à fait. Elle ajoute le cœur à la personne. Exactement. Et les rituels sont fondamentaux pour soigner la maladie. Et là où je suis pas d'accord aussi, quand on dit à Jimmy P, vous n'êtes pas malade, il n'est pas malade. Non, il est malade. Il n'est pas malade au sens de la psychose, mais il est gravement malade, puisque sa souffrance est forte et que la thérapie l'aide à sortir de cette maladie. Mais les rituels, donc cette rencontre programmée qui se déroule dans le temps, sur un scénario précis, aide le sujet à sortir de la maladie. Et toutes les cultures traditionnelles ont des rituels de guérison, des rituels de soins. Et donc la psychanalyse est une forme de culte traditionnel. En tout cas, elle en emprunte la question du temps, la question du rythme, la question de la rencontre, la question du protocole. Voilà. Il y a beaucoup de couvents dans les pays, dans les cultures primitives ou premières, si on peut dire ça comme ça, sans élément péjoratif, où les déviants, entre guillemets, les gens qui ont des
troubles de la personnalité sont récupérés dans des couvents avec des rituels précis, le vaudou, différents types de vaudou, le ndop, les rituels de guérison au Sénégal, etc. Le bori aoussa au Mali, il y a des tas comme ça de rituels qui n'ont rien à envier à la psychanalyse. Bien sûr. Si vous voulez. Moi, je voulais dire quelque chose. Il y a un truc qui m'a vraiment étonnée, c'est que le fait que Jimmy P soit parti à la guerre et fait partie de ce conflit-là ne soit jamais abordé. Et que, parce que, enfin, moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment la raison, enfin, en tout cas, un déclencheur, quoi. Il a subi, cette chose qui est quand même violente. Il est tombé du camion. Voilà, il est tombé du camion, oui, mais enfin, il est quand même parti des États-Unis pour aller faire la guerre en Europe. Et voilà, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait quelque chose autour de ça. Voilà. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose autour de ça. C'est tellement fort. Parce que Jimmy P, on aurait pu penser d'abord que c'est un traumatisé de guerre. Il a un trauma psychique parce qu'il est un blessé psychique de guerre. Mais lui, il est tombé d'un camion. Quand il est arrivé, les Allemands étaient déjà partis. Donc, il a fait sa guerre, pas au sens dramatique de la dramaturgie, mais sa guerre, lui, il l'a faite parce qu'il a appris que sa femme était avec un autre quand il était à la guerre. Hein. C'est sa guerre, ça. Hein. Donc, finalement, c'est ça qui fait de lui un humain authentique. C'est ça que je trouve sympa dans le film, c'est qu'il n'y a pas de dramatisation, en effet. C'est un mec, un type comme toi et moi, qui a des histoires, évidemment, qu'il a des histoires douloureuses et qui peuvent le rendre très malade. Mais c'est ni plus ni moins que ça. C'est pour ça qu'on a intitulé la soirée « Nous autres hein ». Comme ça. Oui. Bonsoir. Moi, je voudrais poser... J'ai été un peu interpellé par cette question de géographie, pardon, cette approche géographique. Et je voudrais quand même quelques précisions là-dessus. Vivre, habiter un espace géographique, est-ce que c'est un espace géographique contesté? Est-ce que c'est par une puissance étrangère, par exemple, ou par une ethnie différente dans le même pays? Est-ce que ça entraîne souvent des troubles psychiques de l'individu? À l'inverse, est-ce qu'on peut dire que donc des problèmes d'identité de cet individu? Est-ce qu'à l'inverse, on peut conclure que l'individu, que son identité doit forcément s'inscrire sur un territoire donné? Et alors, donc, la question qui se pose aussi, c'est dès l'instant qu'il y a des gens déracinés, qui sont chassés, qui sont forcés de partir, est-ce que c'est, est-ce que c'est définitivement condamner l'individu dans son identité, dans ce qu'il a de plus personnel? Et la question qui prolonge ça, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la communauté des gens qui sont habituellement ensemble, en relation, lorsque eux-mêmes sont chassés? Voilà. Merci. Il y a Israël-Palestine là derrière. Oui, c'est des très très bonnes questions. Effectivement, d'ailleurs, on peut comprendre la surprise de ne pas voir plus de références au traumatisme de guerre dans le film, mais en réalité, dans le livre, il y en a très peu aussi, parce que la question n'est visiblement pas celle-ci, mais ça n'enlève pas la pertinence de la question. Sur le premier point, on sait aujourd'hui, et on fête, si je puis dire, ces jours-ci, l'anniversaire du génocide au Rwanda, et on est beaucoup revenu sur cela, mais il y aurait bien d'autres exemples, évidemment les exemples de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'exemple fameux de ce que l'ancien maire de Sarajevo a nommé un urbicide. Hein, le terme a été inventé à cette occasion-là. Un urbicide, c'est-à-dire C'était le maire de Belgrade. Voilà, de Belgrade pour Sarajevo. C'est-à-dire l'idée de la destruction volontaire d'une ville afin de traumatiser l'ennemi, hein, de priver l'ennemi de tout ressort possible, hein, de ruiner en quelque sorte son habitat, j'allais dire son écosystème ou son biotope, hein, parce que habitat, entendu comme je l'entends, c'est en fait au départ une notion d'écologie, hein, l'habitat, c'est l'espace de vie d'une espèce, hein, donc le ruiner par la destruction, hein, par l'anéantissement, et il y aurait énormément de cas.
évidemment, des études ont été faites sur tous les camps de réfugiés. Un anthropologue très important qui s'appelle Michel Agier, qui a défini la notion d'encampement. Il est venu aux deuxièmes rencontres, voilà, il y a longtemps. A bien travaillé sur les camps, sur la logique des camps, sur le fait que le camp devenait même une sorte de modèle d'organisation de l'habitat humain dans certaines circonstances, et a notamment travaillé sur les traumatismes des camps, et toutes les organisations non gouvernementales le savent, le traitent. Chez Toby Nathan, il y a eu aussi un travail fait là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, on sait que pour perturber des individus, la destruction de leur espace de vie est quelque chose de très efficace. Hein. Personne ne s'y est jamais trompé. Donc là aussi, ça veut bien donc dire que lorsqu'on détruit un espace de vie humain, ça n'est pas simplement des fonctions qu'on anéantit. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est pas simplement des aménités, des facilités fonctionnelles. C'est plus que cela. On y laisse toujours une part de soi. Et parfois, cette part, c'est l'essentiel de soi. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de très vrai. Et d'ailleurs, par rapport à cette question, il me vient à l'esprit un autre livre d'une grande philosophe très énigmatique, livre énigmatique d'une philosophe elle-même énigmatique, c'est Simone Weil, écrivant quelques semaines avant sa mort ce livre qui s'appelle « L'enracinement », qui est un livre très, très étrange, et où elle essaye de réfléchir dans un contexte très particulier. Nous sommes en pleine guerre, elle est à Londres, sur ce qu'elle appelle le déracinement et ses effets sur les individus, hein, et elle va chercher parmi les causes de déracinement, d'ailleurs elle n'a pas une conception identitariste de l'enracinement, hein. Pour elle, un être humain enraciné, c'est pas un être humain assigné à une identité, c'est plutôt un être humain qui sait faire racine au pluriel, c'est-à-dire tisser des liens avec des personnes et des choses qui l'entourent, et tisser des liens qui peuvent être des liens de long terme. Et elle dit, un des éléments les plus sûrs du déracinement humain, c'est la guerre. Hein. La guerre déracine radicalement les êtres humains. Quand elle ne les tue pas, elle les aliène, c'est-à-dire elle les fait perdre ce qui fonde leur existence. Et je pense que tout ça, ce sont quand même... Enfin, sont des idées assez probantes, et il est clair que nous devons y être attentifs. Alors, il y a aujourd'hui des gens qui pensent que le monde contemporain, monde de mobilité, de flux, d'échanges, de migration, d'ouverture des frontières, de perte apparente des origines locales de chaque individu pour privilégier les destinations. Hein, voilà. Certains disent, comme Mapadouraï, c'est une chance, mais d'autres disent non, au contraire, c'est quelque chose qui fait perdre aux individus le sens de l'origine, c'est-à-dire qu'il leur fait perdre leur enracinement. Justement, il y a toute une série de philosophes néo-véilistes qui travaillent cela, d'ailleurs parfois dans des perspectives politiques un peu compliquées, pour ne pas dire douteuses, parce que certaines théories de l'enracinement peuvent devenir aussi des théories identitaristes un peu gênantes. Mais tout ça renvoie quand même à l'idée que le lien des individus aux espaces de vie, encore une fois, est un lien... n'est pas un lien faible, c'est un lien fort. D'ailleurs, je vous rappelle que exister... étymologiquement, ça veut dire se déplacer à partir d'un point fixe, en quelque sorte. Le mot même qui renvoie à ce que nous sommes, nous existons, c'est quelque chose qui renvoie à une dimension spatiale. Hein, donc, en fait, trouvez l'espace et vous trouverez l'individu. Hein, donc, détruisez l'espace et vous aurez une chance de détruire l'individu. Juste, un risque, en tout cas, oui. Pardon. Alors, attends, oui, peut-être une question, là. Vas-y, oui. Je voulais juste... Approche-toi bien. Je voudrais juste, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, que en ce qui me concerne, j'ai des enfants adoptés, coréennes, et je dis que justement, quitter la Corée pour l'une d'entre elles est un traumatisme terrible. Voilà. C'est exactement... Enfin, moi, je trouve que c'est ce que vous dites. Son enracinement, il est coréen. Et elle est arrivée à 8 ans, l'une d'entre elles, puisqu'on en a 2, et celle qui a 8 ans a maintenant 36 ans,
il y a toujours un traumatisme qui s'apparaît difficilement. Il y a également, on compte d'abord l'âge. On sait que les tout jeunes bébés ou l'adolescence, c'est des moments de plus grande vulnérabilité. Et puis la question, je crois que ça a déjà été dit, de comment cette migration a été pensée ou pas. Comment ça a été travaillé, comment ça a eu du sens. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Voilà. Et l'histoire avant, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quel est le rapport à la culture d'origine? Okay. Mais juste un mot, excusez-moi, je suis vraiment très bavard, vas-y, faut me couper le sifflet. Le mot portugais saudade, qu'on connaît bien, je rappelle que c'est tout simplement au départ la nostalgie du pays natal. Ça renvoie à une nostalgie très particulière qui est celui du pays natal. Donc c'est quand même aussi quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, c'est quelque chose qui renvoie peut-être à des fondamentaux, j'allais dire des structures fondamentales de l'humain, si j'osais. Barbara Cassin vient de faire un beau livre sur la nostalgie, d'ailleurs. Et d'un pays, et d'un pays natal qui souvent n'existe plus, qui est idéalisé, qui est un pays rêvé, le pays de l'enfance où on a passé quelque chose d'important. Juste une remarque aussi sur l'identité. Je pense que l'identité, c'est quelque chose qui est dynamique. C'est important de le souligner. Et puis par rapport à ces questions de zones de sécurité et de déracinement, je pense qu'il y a effectivement des espaces géographiques, mais aussi l'être humain est capable de s'adapter à beaucoup de choses, et même à l'inadaptable. Alors pour avoir été travaillé en Palestine et notamment à Gaza, ce qui m'avait frappé, c'était comment les enfants pouvaient avoir des symptômes traumatiques, et des tableaux cliniques très graves, et puis se remettre très rapidement. C'est incroyable. Dans cette prison qu'on dit à ciel ouvert. Voilà, dans cette prison à ciel ouvert. Oui. Et quand on reste longtemps, on le ressent, ce fait d'être emprisonné. Ce qui était frappant aussi, c'est cette difficulté à rêver. Cette difficulté à rêver. Donc tout est porté sur l'éducation, où les gens venaient consulter pour leur enfant parce que leur enfant avait de mauvais résultats scolaires et faisait pipi au lit. Et puis après, on apprenait qu'ils avaient vu d'autres enfants morts dans la rue, des choses catastrophiques. Mais c'était vraiment sur le scolaire, sur quelque chose pour construire un avenir. Et en même temps, une impossibilité à imaginer, à rêver pour se protéger. Par rapport aussi à ces paysages, ça me faisait penser aux oliviers. Qui sont arrachés, qui changent le paysage. Ces oliviers, c'est aussi toute la filiation, parce qu'ils ont été plantés par les grands-parents, les arrière-grands-parents. Donc c'est un paysage, il est aussi façonné par tout ce qui s'est passé avant. Voilà. Alors ici, on aime bien les caricatures un peu couillonnes. On vient de parler des migrations. Alors tu as très bien dit, c'est une chance, mais aussi un risque, et c'est difficile. Est-ce que vous n'auriez pas des conseils à nous donner pour que ce soit plutôt une chance qu'un risque? Je veux dire, plutôt bien que mal, quoi. Vous voyez, c'est couillon, voilà. Si on pouvait donner quelques conseils. Moi, pas encore les conseils, j'y suis pas, mais simplement pour dire qu'aujourd'hui. Donc notre collègue géographe disait que les voyages, beaucoup de gens voyagent et que du coup ils pourraient ne pas avoir une identité forte. C'est une minorité de la planète qui voyage quand même, c'est une très faible minorité. Même quand il y a des guerres, c'est pas une majorité qui voyage. Aujourd'hui, ceux qui s'occupent un peu de ces aspects-là, de psychiatrie, de guerre, etc., ce qui ressort dans la définition de la personnalité de base aujourd'hui, c'est plutôt la mondialisation des médias. Ou ce qui fait que même quand on est dans son village, on a plus de frustration et plus de désir à manquer de ce que l'on n'a pas et qu'on voit que l'autre a. Ce qui fait que les gens se construisent sur des fragilités symboliques cette fois-ci, des désirs médiatiques qui ne sont pas compensés. Et je dirais cette mondialisation est peut-être plus dangereuse pour l'identité et pour la santé psychique encore que les déplacements physiques. Mais vous n'iriez pas jusqu'à préconiser l'éradication de tous les postes de télévision de la planète. Commençons par nos maisons déjà. Là-haut. Moi, je veux bien. Attendez, il vaudrait mieux prendre un micro, monsieur, excusez-moi.
Bon, alors, vas-y, pardon, Marie-Odile. J'avais 3 points complètement désordonnés, si je peux les poser comme ça. Le premier, par rapport au film, ça m'a saisi alors que je le voyais pour la 3e fois. En fait, les choses ne peuvent se jouer que parce qu'il y a 3 tribus. Il y a on va dire les Indiens, à travers Jimmy. Il y a la tribu des Juifs déplacés, en tout cas des déplacements européens. Et il y a la tribu des fous. Parce que si on se réfère quand même au grand renfermement de Michel Foucault, enfin, les malades mentaux psychiatrisés, à cette époque-là, c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, sont des gens qu'on a déportés, enfin, pour des raisons cliniques peut-être valables. Hein, c'est pas ça que je pose, c'est pas la validité, mais c'est des gens qu'on a pris là où ils étaient, ou qui ont demandé à être déplacés, ou leurs proches ont demandé. Donc il y a 3, voilà, il y a 3 types de tribus dans ce film. Je ne sais pas si on pourra en dire un peu plus. L'instruction, la grande instruction qu'on doit à l'ethnopsychiatrie, même si elle dit presque le contraire, c'est que l'inconscient, ce n'est pas la propriété privée de la psychanalyse. L'inconscient existait bien avant Freud. La phrase qui me met le plus en colère, c'est Freud a inventé l'inconscient ou a découvert l'inconscient, comme on découvre une mine d'or. Aussi loin qu'on aille dans l'histoire et aussi loin qu'on aille spatialement autour de la Terre, on voit que l'irrationnel, l'insensé est traité d'une certaine manière par les différentes cultures, civilisations. Je renvoie aux Grecs, là. Donc, c'est en Occident contemporain qu'on fait semblant de croire que l'inconscient, c'est la psychanalyse. Et il faudrait peut-être dire que Freud a remis au goût du jour, il a ramassé la mise, Freud quand même, hein, celle de Kierkegaard et de quelques autres, de ses prédécesseurs, et puis il a fait une théorie consistante qui a duré. Il a eu des successeurs, il a fait école, mais on ne peut pas soutenir que l'inconscient c'est la psychanalyse ou que la psychanalyse a inventé l'inconscient. Ça, c'était le second point. Et le troisième, il est peut-être un petit peu plus compliqué, ce serait la légitimité des psychanalystes, et entre autres de Devereux là dans le film, parce qu'il n'est pas très légitime quand même. Alors il faut bien démarrer un jour, mais il est quand même un peu malade, un peu névrosé, un peu voilà. C'est son premier patient. Alors c'est la question de qu'est-ce qui ferait la légitimité du thérapeute en général. Et là pour le coup c'est l'anthropologie, je trouve, qui nous apporte des éclairages vraiment utiles, avec des catégories qui sont un peu liées à l'anthropologie médicale, mais qu'on peut tout à fait comprendre, sur les dispositifs qui font lien humain, lien d'aide, lien de soins, lien d'aide, qui serait pour nous, si je commence par la base, si je mets la pyramide à l'envers, pour nous c'est le professionnel, c'est-à-dire qu'on est soignant, on est infirmier, médecin, on est missionné par une instance, par l'État ou pour avoir une fonction, on a des compétences acquises, en général valables, donc pour nos sociétés européennes actuelles, c'est le professionnalisme qui domine, qui gouverne et qui fait la loi. Mais dans d'autres lieux, et là le film, dans d'autres temps, le film le montre très bien, il y a eu le religieux, en tout cas l'appel à une force supérieure, que ce soit un dieu ou des dieux, qui délègue à des prêtres ou à des officiants plutôt la possibilité de guérir. De guérir ou de brûler les sorcières. Enfin voilà, la filiation est du côté d'un dieu ou de Dieu. Ce qu'on voit qui domine dans le film, c'est l'initié. Et pour le coup, les psychanalystes sont des initiés. On fait semblant de croire qu'ils sont des professionnels. Ils ont signé un contrat de travail avec leur boutique, avec leur patron, mais ils ne sont en fonction que parce qu'ils y sont passés et ils en sont sortis. Et la définition de l'initié, on voit ça à travers des groupes aussi peut-être plus modestes, comme les alcooliques anonymes, qui se définissent comme « j'ai été alcoolique, j'en ai été, j'en suis sorti quand même ». Et je peux vous en dire quelque chose, ou vous aider, ou vous soutenir. Voilà. Et puis la dernière catégorie qui n'est pas du tout négligeable, même si elle est difficile à appréhender, c'est les profanes, mais les profanes qui s'y mettent. Et le psychanalyste du film
c'est un profane au départ, pratiquement. Oui. En tout cas, c'est son premier patient. Et je pense que dans le boulot, on est presque toujours profane en début de travail, dans tous les métiers, assistant social, éducateur. Quand on rencontre une famille, quand on rencontre un enfant le premier jour, on peut avoir 40 ans d'expérience. C'est pas inutile, avoir beaucoup travaillé, beaucoup lu, beaucoup appris, mais il y a un côté, on n'en sait rien et on se met à l'écoute, voilà, comme un innocent. Voilà. Donc je trouve que ces catégories de l'anthropologie sont vraiment très performantes pour nous professionnels. Voilà. Oui. Donc tu nous conseilles plutôt d'aller voir un psy qui a un rhume, qui est un peu soupçonné par ses copains d'être pas très bon. Alors on lui donne one shot mais pas plus, et puis on le paye à peine, et puis on verra quoi. Les amateurs sont meilleurs que les pros, ouais, d'accord. Bon, vous avez d'autres questions? Messieurs, dames, oui, pardon. Bernadette, oui. Oui, alors moi je voulais... je ne suis pas du tout spécialiste, j'y connais rien. J'ai regardé le film, j'ai trouvé ça très bien, et je vous ai écouté, et il y a des choses que je n'ai pas compris. Alors, le monsieur, je ne vois pas clair, mais je vois qu'il y en a un qui s'appelle Michel. Monsieur Lusso, oui. Alors, le géographe, vous avez dit un truc que Heidegger, il avait dit que le... Ouais, enfin un truc comme ça. Et vous avez la langue expliqué... est l'habitat de l'être. Voilà. Alors... Et vous avez expliqué qu'il y avait des enfants qui partaient d'un pays, qui faisaient 2 ans en Allemagne, 2 ans, admettons, il est iranien, il va en Allemagne, ensuite il va en France, ensuite il est renvoyé en Iran, et donc il perd sa langue maternelle. Oui. Quasiment. Il ne l'a jamais eu. Et ma question, s'il y a une réponse, je ne sais pas, mais on ne peut pas se construire en ayant 3 ans à un endroit, 3 ans à un autre, 3 ans à un autre. Bon, ça c'est pour vous. Et pour, pour Amandine, c'est quand vous dites que les enfants qui sont de parents immigrés, auparavant les spécialistes ils disaient non, 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 à la maison il ne faut pas parler iranien, Afghanistan, arabe, parce que ça perturbe l'enfant. Maintenant, vous avez décidé que... Enfin, vous avez réfléchi à la question plutôt, et vous avez pensé que c'était bien que la maman, le papa, ils parlent iranien, ils parlent afghan à la maison, et que les enfants à l'école, ils parlent français. Eh bien moi, il y a une question que je me pose, c'est que parler, c'est une chose, mais les mots, ils ont une histoire. Or, dans l'immigration, beaucoup sont analphabètes ou illettrés. Et ils emploient des mots de leur pays qui n'est pas rattaché à l'histoire de leur pays parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Et donc ce qu'ils transmettent à leurs enfants, c'est des mots, mais justement qui n'ont pas de sens, à part merci, bonjour, au revoir. Non mais, bon, qui n'ont pas de sens. Je m'entends, hein, c'est pas peut-être exactement ça, mais autour de moi, j'ai vu beaucoup d'enfants, d'immigrés, que j'en rencontre, qui viennent de n'importe où, hein. Et les parents, comment dire, ils parlent une langue, mais qui ne... C'est leur langue, mais ils ne la connaissent pas. C'est drôle de dire ça, hein. Mais ils la connaissent pas. Ils savent pas pourquoi, d'où ça vient ces mots-là. Et les mômes, au lieu de s'en accaparer d'une manière plaisante, ils la rejettent. Et je trouve que quand ils arrivent à l'ado, ceux que j'en connais, hein, je ne dis pas qu'il faut généraliser, mais ceux que j'en connais autour de moi, ben je trouve que le résultat, c'est bizarre qu'on ne s'y interroge pas. Mais je vous dis, je ne suis pas spécialiste et je ne veux pas généraliser. C'est ce que je vois autour de moi. Je trouve ça bizarre parce que je trouve que une langue, c'est comme faire l'amour. C'est très bien de faire l'amour, mais si on le fait mal, c'est à discuter. Attends, moi non plus, je ne suis pas spécialiste, Bernadette. Est-ce que j'ai bien compris ta question? Tu dis, c'est peut-être pas très grave de perdre sa langue, mais il y a encore plus grave, c'est de perdre le sens de sa langue, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Je trouve que peut-être qu'il vaut mieux apprendre que quelques mots et les apprendre liés à l'histoire du pays et à l'héritage qu'on a, plutôt que... Enfin, le résultat, souvent, c'est qu'il y a un rejet des mômes par rapport à une langue qu'ils ne comprennent pas. Parce en tant que compréhension, d'accord. Oui, ça y est, on a compris. Bon, ils vont te répondre. Oui, d'abord, il y a plusieurs choses. Au moins, ils ont le choix de pouvoir la rejeter, cette langue.
Au moins, ils ont le choix. Si on ne leur transmet pas, ils ne peuvent pas. Il y a une coupure. Par rapport à ces questions de la langue, bon, c'est un peu élitiste comme vision, comme faire l'amour d'une certaine façon. Chacun a sa façon de faire l'amour, chacun a sa façon de parler la même langue. Après, non, mais c'est sûr. Je ne dis pas qu'il y en a une bonne ou une mauvaise, mais je dis que la manière, quelle qu'elle soit, que ce soit la vôtre n'est pas meilleure que la mienne et la mienne n'est pas meilleure que la vôtre. Là n'est pas la question. Mais c'est simplement que dans la manière de transmettre un bonjour ou un merci, quand on sait d'où ça vient et qu'il est lié à l'histoire du pays, d'où ça vient. Je trouve que quand vous dites l'important c'est qu'il a le choix, il peut la refuser. Oui, mais il y a tout ce temps où elle lui est imposée et où il en prend plein la tête. Et je trouve que je suis pas en train de dire que les spécialistes sont des imbéciles, pas du tout. C'est simplement que je pose des questions. Non, mais il me semble qu'il y a deux questions là-dedans. Il y a la question de est-ce qu'il faut ou pas transmettre la langue, et la question du niveau de langue. Une langue qui est transmise, pas maîtrisée, c'est qu'il y a eu quelque part une perte. Qu'il y a eu une perte dans l'affiliation, dans l'histoire, donc dans l'histoire déjà de la famille. Après, c'est comment on porte une langue. Quelle signification elle a pour nous. Alors il y a effectivement l'arabe littéraire, il y a aussi tous les arabes dialectaux qui sont différents à un endroit, à un autre. Même le français, on ne parle pas le même français dans tous les endroits, pour tous les milieux. C'est pas vrai. Donc qu'est-ce qu'on transmet là-dedans? C'est la langue qui fait sens pour soi. Après, faut pas se forcer de façon artificielle à transmettre la langue à tout prix. Par contre, c'est ne pas s'en priver. Voilà, faire ce qui vient. À partir du moment où c'est fait naturellement, c'est ça qui est important. Ce qui est compliqué, c'est quand il y a cette volonté de ne pas transmettre pour ne pas perturber l'enfant. Ce qu'on sait de façon certaine, c'est que les apprentissages des langues sont améliorés quand la langue maternelle est bien maîtrisée. Les langues supplémentaires, peut-être que l'enfant met des fois plus de temps, mais c'est des richesses supplémentaires. Non, bien sûr, hein, quand on dit la langue est l'habitat de l'être, qui est pour moi une formule énigmatique, que je trouve presque suspecte d'être si belle et si forte. C'est pas une question de son. La langue, c'est pas du son, c'est du sens, et à partir du sens, de la maîtrise des médiations. C'est ça qui est fondamental. Marcel Gauchet vient d'écrire un livre qui est intéressant, qui est agaçant, mais un maîtrise sur qu'est-ce qu'apprendre. Et il montre bien quand même, en philosophe et en historien, que l'apprentissage, c'est justement par l'immersion dans la langue, l'apprentissage des médiations de sens, c'est-à-dire ce qui permet de faire sens. Et évidemment, si on se contente d'apprendre le son, c'est pas grand-chose. Si on rajoute le sens, c'est un peu mieux, mais ça n'est pas suffisant. Et à partir du sens, de la sémantique, il faut apprendre les médiations qui nous permettent d'interpréter et de rendre intelligibles les choses. C'est ça le procès éducatif. Et de jouer aussi. Voilà. Et donc, il y a aujourd'hui incontestablement des enfants ou des adultes d'ailleurs qui sont dans des situations étranges par rapport à ça. Je vous raconte juste une petite anecdote. J'étais amené à travailler il y a quelques années avec un écrivain assez connu, assez célèbre même, plutôt bien installé, qui pratique beaucoup les ateliers d'écriture, qui s'appelle François Bon. Peut-être avez-vous déjà lu quelques-uns de ses livres. Et François Bon fait des ateliers d'écriture auprès de personnes dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les lycées professionnels, les universités, etc. Et un jour, sortant d'un atelier dans un lycée professionnel de la périphérie de Tours, enfin de la commune de Tours, François Bon dit « Mais c'est incroyable, les gamins que j'ai rencontrés, ils sont dépossédés de la langue. » Je me souviens de cette expression parce que ça m'a frappé. Il dit « Tu te rends pas compte, ils sont dépossédés de la langue. » C'est-à-dire, ça voulait dire quoi? C'est-à-dire, mais ils produisent du son, mais ils ne sont pas
ils ne se sont pas appropriés la langue, au sens fort du mot approprier, se rendre propre à quelque chose, hein, rendre propre à un usage quelque chose. J'ai trouvé que cette idée de la dépossession de la langue était Je serais très forte. curieux de savoir à quels critères il se... Simplement parce qu'il s'est aperçu que lorsqu'il les faisait parler et écrire, il n'était pas capable justement, ne serait-ce que de maîtriser une sémantique fiable. Et notamment, il y a quelque chose qui l'avait fait beaucoup... qui l'avait beaucoup étonné, c'est qu'un jeune garçon avait écrit « chercher » et il était très content parce qu'il disait « chercher », c'est le verlan de Schescher. C'est-à-dire, en fait, il avait complètement inversé les choses. Et donc, il s'est dit, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et François Bon est quelqu'un qui a une pratique de travail qui ne rend pas suspect hein, d'être un nostalgique de quelque ordre ancien que ce soit. Et donc, depuis, tous ces ateliers d'écriture, il les fait sur cette idée-là. C'est-à-dire, simplement, faire en sorte que les individus se réapproprient une langue qu'ils manipulent, mais qui en fait ne leur permet pas d'accéder aux grandes médiations de sens qui existent dans une société. Juste, avant, une petite remarque par rapport à ces questions de langue, c'était Marie-Rose Moreau qui dit qu'elle ne pense pas à la famille de la même façon quand elle pense à la famille en français que quand elle y pense en espagnol. Hein, il y a tout ce système de sens. Et d'ailleurs, dans la prise en charge de migrants, certaines personnes parlent bien français, mais on utilise quand même un interprète médiateur parce qu'il y a un rapport particulier à la langue, des choses tellement intimes qu'elles peuvent se dire que dans la langue maternelle ou au contraire qu'elles ne peuvent pas se dire dans la langue maternelle. Et avoir le choix de rejeter quelque chose qui est transmis, ben heureusement qu'on a ce choix. Voilà. Quand on pense que ces pauvres Anglais appellent un cheval horse, on se demande à quoi ils pensent. Enfin, oui, c'est toujours par rapport à la langue. Bien sûr, la langue est importante en soi, comme vous venez les uns et les autres de le dire, mais je ne crois pas qu'on puisse parler de la langue en la dissociant de ses fonctions. Et dans le film, je reviens un petit peu au film, et avec la question, qu'est-ce qui fonctionne dans la thérapie ? Eh bien, ce qui fonctionne dans la thérapie, c'est les deux fonctions de la langue, c'est-à-dire la communication et la narration, au sens où Ockman emploie ce mot, et je fais référence au film du premier jour sur les enfants de la rose verte, où ce qui permet à quelqu'un de dépasser ses traumatismes, c'est de pouvoir effectivement les communiquer, mais surtout de les mettre en histoire et de les narrer, de les raconter. Je crois que, voilà, et ça, je me dis quelque part, du moment que l'autre qui écoute est apte à cette communication et à cette compréhension, d'où l'importance de l'interprète, eh bien ça donne à la personne la possibilité de narrer et donc de symboliser ces traumatismes et donc de pouvoir les regarder, non pas comme un étranger, mais avec une certaine distance. Narrer, oui. C'est mettre dans un système de sens, hein, justement, faire une histoire de ce qui est arrivé. Et ce qui est aussi le travail souvent avec le traumatisme, hein, c'est remettre du sens pour permettre de faire une histoire. Mais... Nous allons bientôt faire une fin, sinon on va se faire jeter. En prenant d'ailleurs le mot sens dans sa au moins double signification, il y en a d'autres, mais celle de signification et celle de sens qu'on emploie dans quel sens on va, c'est-à-dire de perspective. D'orientation. Et d'orientation, et on revient à la géographie. Bah, comme on n'en sort jamais. Merci pour juste peut-être une toute petite remarque sur cette histoire de l'échange entre Jimmy P et Devreux. Il y a un petit moment dans le film et c'est d'ailleurs aussi dans le livre, c'est quand Devreux dit voilà, vous entendez sans doute que je viens d'Europe, mon anglais n'est pas terrible, est-ce que ça vous pose problème? Et c'est très astucieux de la part de Devreux, bien sûr, car en fait un anglais tout à fait... Mais parce qu'il s'adresse aussi à quelqu'un qui souffre d'une sorte de délégitimation de son anglais parce qu'il est indien. Et ça, c'est pas très présent déjà dans une façon d'être avec lui. Ça se sent un tout petit peu, parce qu'on sent un peu la condescendance vis-à-vis des Indiens, quand à la fin il dit « appelez-moi
Jimmy ne m'appelait pas chef, hein, vous savez, voilà. Et donc il y a un rapport de connivence qui s'établit là, qui est très important, qui fait que le jeu de langage peut s'instaurer, en fait, hein, y compris à partir de cette idée que tous les deux seraient des locuteurs un peu illégitime, un peu de contrebande. Et bien là, il y a un contrat communicationnel qui s'établit, et donc les jeux de langage, au sens fort de l'expression, qui s'établissent et qui produisent leurs effets. Merci beaucoup. On va se quitter là. Merci à tout le monde. On a de quoi réfléchir pendant un bon moment. Et voilà, à la prochaine peut-être.